Merci de continuer la discussion avec nous cet après-midi. Je vois que nombre d'entre vous sont toujours là, ça fait plaisir. Pour cette deuxième partie de table ronde intitulée Éthique et citoyen, et pour laquelle j'aurais bien été en peine, aurais-je dû écrire un article dessus, de trouver un titre, vu que nos trois intervenants, peut-être on va trouver qu'ils ont des points communs, mais vont nous parler a priori, de champs extrêmement différents. À côté de moi, professeur Hubert Herriès, qui vient de dire on va peut-être se retrouver, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Montpellier et qui va surtout porter le regard de l'historien sur la guerre et un regard éthique. Il est membre de l'équipe de recherche du CNRS qui s'appelle CRISE. En fait, ça intervient dans le champ des sciences sociales, mais il se trouve que ça s'appelle CRISE quand même. À côté de lui, un personnage que vous connaissez bien, Albert Duroy, enfin vous le connaissez bien, vous croyez le connaître, parce que vous l'avez vu de nombreuses fois quand il pilotait l'heure de vérité. Et en fait, ce journaliste, qui m'a dit être un retraité heureux, eh bien, figurez-vous que ce qu'il a préféré pendant sa carrière, c'est la presse écrite. Ça fait plaisir, je suis de la presse écrite. Et n'oubliez pas qu'en bas, vous pouvez trouver son livre « La mort de l'information ». Bon, pas très gai comme titre, mais ça nous donne une petite idée de l'orientation de sa présentation. Enfin, Jacques Arnoux, qui est conseiller éthique à l'Agence spatiale française CNES, Centre national d'études spatiales, disait-on autrefois, et qui, depuis des années, accompagne les travaux d'ingénieurs, de cadres, de scientifiques, comme Francis Rocard, qui a établi le programme de toutes ces tables rondes et que je remercie à cette occasion. C'était pas facile. Merci d'avoir introduit des thèmes nouveaux, hein, les économistes l'ont dit. Et Jacques Arnoux m'a dit qu'il entrerait en résonance avec des choses déjà entendues hier soir avec l'intervention de Jacques-Claude Amezen, qui a parlé et David Caillat ce matin, le professeur Caillat, la question de l'éthique, de l'utilité. Mais, alors ça, j'espère que ça ouvrira et ça nous fera respirer et ça nous fera du bien, l'éthique de l'imaginaire. Ça marche avec l'espace et l'astronomie. Mais d'abord, Hubert Herriès, que dit l'historien quand il regarde les temps passés et la guerre et qu'il doit avoir un regard éthique là-dessus? Ça fait beaucoup de choses en même temps. Je vous remercie, oui. Et bon, je suis historien militaire à Montpellier. Et au fond, au sujet du thème général de ce colloque passionnant, l'histoire et la guerre sont intimement liées. N'oublions pas que celui qui est présenté comme le père de l'histoire, Hérodote, est connu pour avoir écrit les guerres médiques, ou encore Thucydide, le père de l'histoire scientifique, a écrit quand même la guerre du Péloponnèse. Autrement dit, il y a là un héritage lointain et surtout, ce qui me préoccupe en tant qu'historien militaire, c'est le regard que peut porter l'historien sur le fait militaire, sur la guerre et sur le combattant, l'homme en guerre, sa réaction face à la guerre, ce qui m'amène à réfléchir sur la notion d'éthique de la guerre. Existe-t-il une guerre juste ? La guerre peut être juste pour un camp, injuste pour l'autre. Quel type de guerre connaissons-nous aujourd'hui ? Il y a certes des guerres qu'on pourrait qualifier de guerres conventionnelles qui respectent un certain code de guerre en essayant de préserver les personnes les plus vulnérables, mais ces guerres sont de moins en moins importantes. Il y a des guerres métaphoriques. Jacques Fontanelle y faisait allusion, guerre économique.
guerre et économie, guerre culturelle. Et puis, il y a des guerres sans nom aujourd'hui. Certes, elles existent depuis les temps les plus reculés, mais ces guerres sans nom, ce sont ce qu'on appelle les guerres asymétriques, les guerres du faible au fort, de guérilla, de contre-guérilla, de terrorisme. Dans le monde occidental, en France par exemple, aujourd'hui, avons-nous conscience de notre situation de guerre face à un ennemi que l'on a du mal à identifier? Quelle réaction pouvons-nous avoir concernant notre engagement sur plusieurs zones de front aujourd'hui? Autrement dit, il y a là, me semble-t-il, une mutation importante dans la perception que nous pouvons avoir de cette guerre et qui renvoie au fond aux angoisses que nous pouvons éprouver face à cette nouvelle situation. C'est peut-être pour ça aussi que ce colloque sur l'éthique se tient aujourd'hui, car réfléchir sur l'éthique, c'est essayer d'apporter des réponses aux questions que nous nous posons. Et si nous nous posons des questions, c'est qu'il y a certainement un certain, je ne dirais pas désarroi, mais une certaine inquiétude, un certain flou, une certaine angoisse. Et dans ce cadre précis, l'historien, dont la vocation, de façon très heureuse, est de comprendre le passé pour appréhender le présent, donner des lectures du fait présent, et, je ne dirais pas prévoir, parce que ce n'est pas possible, l'histoire ne se répète pas deux fois, mais essayer de tirer des leçons de l'histoire pour peut-être anticiper, peut-être apporter des conseils aux politiques ou aux dirigeants. Dans ces conditions, je crois que l'éthique de l'historien et l'éthique de la guerre peuvent se rejoindre. Et pour cela, j'aimerais évoquer 2 points seulement, parce que le temps est compté. Je sais que, de toute façon, je fais confiance à Mme Le Glu pour me reprendre, mais il y a 2 points. Le premier point, c'est la notion d'éthique de l'histoire face à la guerre, l'éthique de l'historien face à la guerre. Et le deuxième point porte sur la fragilité de l'historien face à une éthique de la guerre qui peut être en construction. Ce qui veut dire que la guerre juste n'est pas aussi juste qu'on pourrait le croire. Alors, le premier point sur l'éthique de l'historien face à la guerre. On pourrait reprendre, au fond, ce que pouvait écrire Thucydide au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ à propos de la guerre du Péloponnèse. Thucydide étant lui-même un ancien combattant de la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire un témoin de l'histoire, et il a voulu raconter cette guerre du Péloponnèse pour essayer de la comprendre. Mais il a fait un travail scientifique, c'est-à-dire que dès le milieu du 5e siècle, il met en place ce qu'on peut appeler la méthode scientifique. La recherche du document, très important. L'identification du document. L'identification des faits, la chronologie. Les faits sont têtus. Autrement dit, l'histoire est une science qui s'appuie sur des faits indiscutables. Mais en même temps, cette histoire, science, elle est interprétée par l'historien, qui est un homme de son temps, qui est le produit de son milieu. Et par voie de conséquence, cette histoire, certes, est une discipline scientifique, mais elle demande aussi de la discipline pour pouvoir l'appréhender. Et ce n'est pas un hasard si l'histoire est une science humaine, en ce sens qu'elle propose une interprétation objective du fait historique, mais cette objectivité, elle est par la force des choses subjective, puisque l'historien apporte sa propre lecture. Autrement dit, l'histoire propose une vérité, mais pas la vérité. C'est la vérité du moment, la vérité de l'historien. Mais cette vérité est soumise, si je puis dire, au tribunal de l'histoire ou à la communauté scientifique par l'objet de colloques, par l'objet de discussions, de débats ou autres, pour tendre vers une certaine vérité. Et dans ces conditions, la lecture que l'historien peut faire du fait de guerre s'inscrit dans une logique qui se veut intemporelle, mais qui se veut aussi juste, car l'historien peut apparaître comme le juge impartial de l'histoire et du fait historique, au risque de connaître un isolement, un rejet des autres, parce qu'il propose une interprétation qui se veut juste. Prenons un exemple. Marc Bloch, le grand historien médiéviste, le père de l'école des Annales des années 1920-1930, est lui-même un historien militaire, puisqu'il est ancien combattant de la Grande Guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et il participe à la débâcle de 1940,
Et en tant qu'historien père des annales, il décide, entre juillet et septembre 1940, également 1941, d'écrire son expérience dans un livre qui paraît de façon posthume, s'appelle L'étrange défaite. Et le titre est L'expérience d'un combattant. Eh bien, dans cette étrange défaite, Marc Bloch applique la méthode des annales à son interprétation du fait de guerre. Certes, il met l'accent sur l'incurie du commandement, sur le problème du matériel, mais il met aussi en perspective les forces profondes de la nation française, les dimensions morales, la faillite des élites syndicales, la faillite des collectivités territoriales dans une logique de guerre. Et donc, cette étrange défaite met en perspective une histoire globale qui, bien sûr, après la mort tragique de Marc Bloch, fusillé par les Allemands en 1944 pour fait de résistance, pour haut fait de résistance, lorsque le livre paraît après la guerre en 1946, il suscite les polémiques parce que son livre ne séduit pas les gaullistes, ne séduit pas les communistes, pour qui la guerre était avant tout l'expression de la résistance d'un peuple qui entendait se libérer contre l'occupant. Là, on est en présence d'un historien qui se veut juste, impartial. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que l'historien devient un médiateur, un passeur de mémoire. Ce qui est frappant, c'est que dans les grands procès de l'histoire, je pense en particulier au procès Papon, c'est l'historien américain Paxton, le grand spécialiste de la France de Vichy, qui vient témoigner à la barre. De même, à propos de l'affaire Paul Touvier et des relations que Touvier avait pu entretenir avec des milieux ecclésiastiques dans sa fuite, c'est l'historien René Raymond, le grand spécialiste des droites françaises, qui dirige le rapport du comité du cardinal de Courtrai, qui avait pour vocation de clarifier les relations entre Touvier et les milieux ecclésiastiques. Et puis, n'oublions pas aussi que l'interprétation du fait de guerre s'inscrit dans une approche parfois idéologique. Prenons le cas de l'Alsace-Lorraine, après 1871. Du côté allemand, Theodor Mommsen, le grand historien, mène toute une recherche historique pour prouver la germanité des Alsaciens et donc justifier l'annexion de l'Alsace par Bismarck. Mais du côté français, Taine et le grand historien antiquisant Camille Jullian effectuent le même travail pour montrer que l'Alsace faisait partie de la France et qu'à ce titre, l'Alsace doit rester française. Vous voyez que l'histoire et les historiens entrent dans un jeu de responsabilité et l'éthique se met au service d'enjeux politiques qui parfois les dépassent. Et c'est ce qui m'amène à voir le deuxième point, c'est la fragilité de l'historien face à ces problèmes d'éthique et à l'éthique de la guerre. En particulier le problème de la guerre juste. Ce que le politique ou l'opinion publique peut demander à l'historien, c'est de trouver des arguments pour justifier une guerre. Et il est vrai que dans l'histoire, il y a des témoignages de guerre juste ou de construction de guerre juste. Saint-Augustin présente, et Jacques Fontanet faisait allusion tout à l'heure, mais Saint-Augustin justifie la guerre comme un mal nécessaire. On fait la guerre pour faire le bien, c'est-à-dire obtenir la paix. Thomas d'Aquin justifie la guerre civile par le tyrannicide, c'est-à-dire la mort du prince illégitime. Mais l'enjeu, en mon sens, est dangereux parce que la justification de ce type de guerre peut aller très loin. Lorsqu'au XIXe siècle, les historiens justifient la mainmise de puissance sur des terres jugées n'appartenant à personne, on justifie la guerre coloniale. Lorsque, au XIXe siècle ou au XXe siècle, les historiens accordent à des puissances, quelques-unes, le droit de contrôler la paix mondiale ou d'assurer et de garantir la paix mondiale. Congrès de Vienne, 1815. Conseil permanent de sécurité de l'ASDN ou de l'ONU. Ces arguments finissent par justifier un ordre international qui parfois sert les intérêts des puissances, mais au détriment des nationalités ou des minorités nationales qui aspirent à revendiquer leur indépendance ou leur État. Et puis, il faut bien dire aussi que parfois l'éthique de l'historien, mais peut-on parler d'éthique à ce moment-là, peut faire l'objet d'engagements idéologiques.
Je pourrais prendre plusieurs exemples, mais il se trouve qu'avec l'effondrement du bloc soviétique, il y a toute une pensée historiographique importante qui renouvelle l'historiographie des démocraties de l'Est de l'Europe, des anciennes démocraties populaires. Prenons le cas de la Roumanie, sous l'époque communiste, c'est-à-dire de la fin des années 1940 au début des années 1990, disons 1990, 89-90. Eh bien là, les historiens, dès 1947, sont placés sous contrôle d'une académie, qui est elle-même contrôlée par le Parti communiste, et leur histoire de la Grande Guerre, de la Seconde Guerre mondiale, est une histoire qui exalte d'une part la résistance du peuple roumain face à l'occupant nazi et la solidarité de ce peuple résistant avec l'armée rouge perçue comme une armée libératrice, mais également une approche nationaliste exaltant le peuple roumain dans sa dimension de grande Roumanie, donc justifiant en quelque sorte la mainmise des Roumains sur la Transylvanie qui est peuplée d'une forte minorité hongroise, surtout à l'époque de Ceausescu. Mais cette histoire roumaine idéologisée connaît une amnésie concernant, par exemple, le rôle que la Roumanie a pu connaître entre 1941 et 1944, lorsque l'armée roumaine combattait aux côtés de la Wehrmacht contre l'armée rouge en Union soviétique. Et là, cette amnésie, elle a duré 50 ans, elle a formé des générations dans le secondaire. Elle a formé une nation roumaine, si je puis dire, qui a été totalement remise en question avec l'effondrement du communisme de Ceausescu en 1990 et ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle histoire militaire roumaine. Mais j'aimerais terminer par un point qui me touche particulièrement parce que je suis en situation aussi d'apprécier l'éthique que je me fais de mon métier et le travail historique sur un fait spécifique. C'est-à-dire, au fond, les limites de l'historien. D'abord, il y a un problème majeur, c'est un problème de définition des conflits que nous pouvons étudier. Je pense à l'héritage de Grotius, 1626, De iure belli ac pacis, du droit de la guerre et de la paix. Grotius permet de moraliser la guerre, si je puis dire, de codifier la guerre, c'est-à-dire de séparer le combattant du civil. Et le travail de Grotius, du XVIIe siècle, annonce les conventions de La Haye, les conventions de Genève. C'est-à-dire qu'il permet en quelque sorte de considérer la guerre comme un élément de guerre dans une logique conventionnelle. Mais aujourd'hui, la perception que l'on a de cette guerre morale, si je puis dire, présentée comme elle vole en éclats. D'abord, il y a les guerres de destruction massive du XXe siècle, les génocides. C'est-à-dire, au fond, la guerre nucléaire, la capacité que nous avons de détruire la planète. Donc, nous changeons d'échelle. Et puis, surtout, aujourd'hui, comment appréhender ces conflits qui ne connaissent pas les conventions classiques ou les règles classiques. La question du terrorisme. Les combattants d'aujourd'hui ne sont plus ceux que nous pouvions connaître auparavant. Il y a un problème d'identification. La difficulté que nous pouvons avoir, c'est de comprendre des conflits, du faible au fort, mais surtout avec les notions d'invisibilité. Ça va très loin parce que, souvenez-vous la guerre de l'Irak, 1991, la guerre devient virtuelle, sur écran, dans nos télévisions occidentales. Le bombardement de Bagdad de nuit, c'est un jeu vidéo en quelque sorte. Les discours des militaires de guerre chirurgicale, frappe chirurgicale, guerre zéro mort pour les troupes occidentales, mais pas pour l'ennemi irakien. Mais il y a là une perception de la guerre qui est totalement opposée à celle que nous pouvions avoir sur les conflits, je dirais, classiques. Et aujourd'hui, comment réagir face à un état de guerre qui s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la logique Vigipirate. Vigipirate est la manifestation d'une situation de guerre qui fait que nos démocraties occidentales autolimitent leur propre liberté. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport à la guerre qui est là aussi totalement nouveau. Et enfin, la question fondamentale, nous pouvons mener une guerre juste, mais cette guerre juste, on a du mal à la définir. Je pense à l'intervention en Afghanistan, je pense à l'intervention en Irak après la guerre de 2003, c'est-à-dire ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes dans une logique de pacification, de restauration de l'ordre. Mais on a du mal à parler de guerre.
Et ça me fait penser à la guerre sans nom et au discours que l'on avait lorsqu'il y avait la guerre d'Algérie, entre 1954, disons, et 1960. Puis ensuite, cette guerre sans nom est devenue une guerre avec un nom. Et le comportement, le terrorisme en quelque sorte. Aujourd'hui, du côté occidental, nous sommes face à une logique de terrorisme. Guérilla contre guérilla, très bien. Mais dans le camp du terrorisme, s'agit-il d'un terrorisme? Ne s'agit-il pas plutôt d'une guerre de libération nationale? Vous voyez qu'il y a là un discours qui devient totalement flou. Nous avons du mal à trouver des réponses claires à des problèmes qui nous engagent directement. Et je n'aimerais terminer par un fait humain concernant le génocide des Arméniens. Je ne vais pas aborder la question parce que la question est passionnelle. Et là, il y a un problème de fond. Aujourd'hui, le droit turc menace de condamnation à 6 mois ou 1 an de prison tout individu qui pourrait aborder la question du génocide ou utiliser le mot génocide des Arméniens pour évoquer cette question de 1915 de déportation et d'exécution massive programmée des Arméniens. Nous sommes dans la logique turque. En France, la Chambre des députés vient d'adopter une déclaration qui reconnaît le génocide des Arméniens. Et en tant qu'historien, je me situe dans cette logique. Il y a bien eu génocide des Arméniens parce qu'il y a eu programmation de destruction massive d'un peuple, le peuple arménien, en 1915. Peu importe les raisons. Il se trouve que mercredi, je fais partie d'un jury de thèse d'un doctorant turc qui fait sa thèse à Montpellier sur les buts de guerre de l'Empire ottoman dans le Caucase pendant la Grande Guerre, 1914-1918. Une thèse de 500 pages, scientifiquement valable, s'appuie sur des témoignages, sur des sources turques, russes, françaises, anglaises, allemandes, américaines. Un travail colossal. Un bel étudiant turc. Et sur ces 500 pages, il consacre 50 pages à la question arménienne, 1915, qui est fondamentale parce que dans la logique, je ne vais pas faire un cours sur les empires ottomans et la guerre, je vous rassure, hein, mais il faut bien dire les choses, que la question arménienne est au cœur, en quelque sorte, de sa problématique. Il n'emploie pas le terme de génocide. Il parle de déportation massive, de destruction programmée, mais il n'emploie pas le terme de génocide. Et il fait sa thèse en France. Or, en France, cette question-là du génocide arménien a suscité quelques réactions d'associations arméniennes qui ont traîné en justice des historiens qui pouvaient nier même l'existence des génocides arméniens et qui renvoient en quelque sorte aux thèses négationnistes d'un Forisson qui lui-même avait fait l'objet de la loi d'une poursuite judiciaire en raison de la loi Guesso de 1990. Mais là, nous sommes en présence d'une question de judiciarisation de l'histoire qui fait que l'historien peut faire l'objet d'une procédure judiciaire lorsqu'il aborde des questions de faits militaires. Alors, moi qui pense, de par mes lectures, de par mes recherches, qu'il y a eu génocide arménien, face à ce Turc qui, s'il emploie le mot génocide, peut en Turquie faire l'objet d'une condamnation à 6 mois, 1 an, alors qu'en France, s'il n'emploie pas le terme de génocide, il peut faire l'objet d'une poursuite d'une association arménienne parce qu'en tant que Turc, il ne reconnaît pas le génocide arménien. Et en tant que membre du jury de thèse, que dois-je dire? Dois-je être le juge des enfers, comme disait Marc Bloch, c'est-à-dire le Fouquier-Tinville, en lui jetant l'anathème, en disant « Vous n'évoquez pas le génocide arménien, vous qui êtes un Turc, vous n'acceptez pas votre passé ?» Ou bien dois-je tenir compte de cette judiciarisation de l'histoire? Et au fond, cette question de judiciarisation de l'histoire, elle est très intéressante parce qu'elle amène une limite fondamentale de la recherche historique lorsqu'on évoque ces questions de génocide ou autre qui s'inscrivent dans une réflexion sur la guerre et sur l'éthique de la guerre. Voilà, je vous remercie de ce que vous avez dit.